Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mamad Zang, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Gracien Roukindikiza, éditorialiste d'Africa 24, et Clément Yao vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. 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 Vous êtes journaliste et directeur du magazine L'Afrique aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir rejoints. Tout de suite, le Zoom. En Mauritanie, en dépit des indicateurs économiques qui s'améliorent, le pays c'est ce que met également en lumière. Le dernier rapport de la Banque mondiale peine à atténuer la surreprésentation étatique sur les marchés nationaux, combiné à cela des freins structurels qui entravent le développement et la diversification du secteur privé. Philomène Tiné. Malgré des indicateurs économiques en progression, marqués notamment par un taux du produit intérieur brut estimé à 3,6% en 2018, l'économie mauritanienne s'inscrit dans un modèle de surreprésentation de l'État sur les marchés nationaux. Cet état de fait empêche le développement du secteur privé. Ainsi, les entreprises privées sont particulièrement handicapées par des carences auxquelles l'État devrait remédier. Pour les États comme des États africains qui sont des États faibles, économiquement parlant, il faudra que les marchés soient des marchés protégés. Parce que si les marchés sont ouverts à tout vent à des investisseurs étrangers, il faudra savoir que l'État va en pâtir. Afin de se doter d'un secteur privé dynamique, l'État mauritanien devrait moderniser le registre du commerce, renforcer les conditions d'une concurrence équitable. En revanche, les termes d'échange défavorables, combinés avec des problèmes de production persistants dans les industries extractives, ont aggravé le déficit du compte courant qui est passé de 14,3% du produit intérieur brut en 2017 à 18% du produit intérieur brut en 2018. Concernant justement le doing business en Mauritanie, la Mauritanie est passée de la 176e place à la 148e place. Ça, c'est dû justement à la simplification des procédures de création d'entreprises. La présence de l'État dans nos États, et en l'occurrence en Mauritanie, elle doit être renforcée parce que les États sont encore faibles. Selon la Banque mondiale, les perspectives économiques de la Mauritanie à moyen terme sont favorables. Sa croissance devrait augmenter pour atteindre une moyenne de 6,2% sur la période 2019-2021. Clément Yao, alors quels sont les principaux freins structurels qui empêchent effectivement le développement du secteur privé en Mauritanie, alors que le rapport de la Banque mondiale montre paradoxalement une amélioration du contexte macroéconomique assez favorable d'ailleurs à la croissance? Oui, absolument, ce rapport, j'ai eu le temps de le parcourir en quelques lignes. Effectivement, le rapport ressort deux aspects. Le premier aspect, c'est ce rapport fait la situation économique de l'année 2018 et en même temps dresse un certain nombre de perspectives. En deuxième partie, ce rapport aussi met en exergue les réformes qui ont été donc entreprises en ce qui concerne l'environnement des affaires, également tout ce qui est réforme structurelle. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que la Mauritanie, effectivement, la Banque mondiale doit donner des très bons points, mais également, il y a beaucoup d'efforts à faire, notamment au niveau donc, de la politique, la réforme politique en ce qui concerne la concurrence. Donc, à ce niveau, effectivement, il y a beaucoup de tard aussi à combler, dans le sens où cette concurrence, pour le moment, l'État a tendance à contrôler tout l'aspect économique du fait que la concurrence n'a pas lieu, alors que c'est celle-là qui doit booster l'économie, et notamment le secteur privé. Et il y a aussi un autre aspect qui a été relevé concernant donc, le capital humain, qui posait aussi un problème au niveau de la Mauritanie. Au niveau de la formation. La formation. Donc, il y a le capital humain, il parle de la formation de façon générale. Il y a aussi un problème concernant aussi la question des genres, parce que bon, il n'y a pas assez de promotion en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Donc, ce sont autant d'aspects qui voudraient certainement, nous allons certainement aborder dans les détails. Mamad Zang, peut-être sur la surreprésentation de l'État sur les marchés nationaux. Est-ce qu'un pays comme la Mauritanie, il faut impérativement que l'État se retire un peu moins, ou alors peut-être un État peut-être meilleur, une meilleure intervention étatique? Il faut d'abord que les entrepreneurs locaux puissent avoir accès au crédit des banques. Ça, c'est une condition extrêmement importante. Il faut que l'effort des femmes puisse être soutenu
par l'État. Et puis il faut, je crois qu'ils ont déjà introduit une première réforme au niveau du registre du commerce mauritanien, mais il faudrait également simplifier les formalités administratives pour permettre aux jeunes entrepreneurs mauritaniens d'exercer pleinement leur talent. Mais tout cela s'inscrit dans un contexte assez spécial. Je crois que depuis l'accession du président actuel en 2008, il y a eu beaucoup de rentrées financières, aussi bien dans le secteur minier que dans le secteur de la pêche. Mais j'ai l'impression que cet argent-là, ces recettes-là ont été très rapidement dilapidées au profit de quelques vassaux du clan présidentiel. Alors quand il était revenu, l'ancien président Elie Ould Vals avait essayé d'assainir la situation économique et donc il partait sur des bonnes bases. Mais tout cela s'inscrit quand même dans un cadre social qui est assez pénible à voir et assez compliqué. C'est la situation, n'est-ce pas, des négro-africains dans ce pays-là. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de progrès spectaculaire quand vous avez une bonne partie de la population qui est dans une situation d'esclavage. Je crois que là, on freine également énormément d'énergie, même s'il y a quelques projets avec le Mali, il y a d'autres projets avec le Sénégal, puisque je crois que c'est dans les eaux territoriales à la fois mauritaniennes et sénégalaises qu'on a découvert des gisements de pétrole. Gracien Okendikiza. Oui, bon, en fait, par rapport à l'économie, je pense que la Mauritanie, compte tenu de son secteur privé qui n'est pas très développé, moi je suis partisan d'une certaine présence de l'État dans l'économie, mais une présence qui est bien orientée. Il ne faut pas se lancer tout azimut pour se mettre dans tous les domaines, mais aussi se mettre dans des secteurs où le secteur privé n'est pas présent, et en même temps essayer d'orienter les autres secteurs. Ça se fait dans plusieurs pays. On ne peut pas, par exemple, dans le domaine de télécommunications, le domaine de la banque, des assurances. Je ne pense pas que la Mauritanie soit à un niveau où il faut laisser tout le monde, mais il faut essayer d'intervenir, notamment au niveau du crédit, parce que si on intervient au niveau de la banque et de l'assurance, c'est-à-dire qu'on peut favoriser l'accès au crédit secteur privé, donc les jeunes commerçants ou les entrepreneurs, les artisans, et aussi on peut essayer de pouvoir financer aussi les projets sociaux, notamment au niveau des communes ou au niveau d'autres entités administratives, pour que au moins ce soit une économie en développement qui est assez organisée et en même temps qui profite à la population, et non pas laisser les multinationales venir faire comme ça se passe dans certains pays où ils viennent racketter le pays et puis ils s'en vont tout en laissant rien à la population. Alors Clément Yao, donc il ne faut pas nécessairement moins d'État, mais finalement un État qui intervient, mais autrement. C'est ce que soutient notamment Gracien Okendikiza. Oui, et effectivement, c'est-à-dire que un État omniprésent dans tous les secteurs d'activité, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais en même temps, il faut que l'État essaie de libérer un peu le secteur, notamment le secteur des télécoms, qui carrément est un secteur assez porteur en Mauritanie. Mais malheureusement, c'est vrai que l'État, je comprends bien que en Mauritanie, l'État veut bien contrôler ce secteur, mais il y a quand même, je voudrais revenir sur un point que notre ami a souligné concernant l'argent qui serait dilapidé. Moi, je pense qu'il faut faire beaucoup attention parce que n'oubliez pas que la Mauritanie est dans une zone où il y a eu beaucoup d'attaques des djihadistes, des terroristes. Donc je pense que cet argent a beaucoup servi à l'effort de guerre, à l'effort contre le terrorisme. Et on n'a pas tous les chiffres. Il sait qu'en Mauritanie, où j'y ai été par 2 fois, le pays s'est beaucoup équipé pour combattre le djihadisme. D'ailleurs, c'est un des rares pays de la zone où il y a eu beaucoup d'attaques. Mais je crois que... Mais ils ne sont pas attaqués. J'arrive, je n'ai pas terminé. Alors on va laisser Clément Yao aller jusqu'au bout de sa pensée. Effectivement, le secteur privé doit être plus encouragé par l'État mauritanien. Dans le sens où c'est le secteur qui pourrait donc être profitable, non seulement en termes de création d'emplois,
et aussi des devises. Donc l'État ne peut pas tout contrôler. Effectivement, à un moment donné, cela peut donner lieu à un certain nombre de dérives. Ça, c'est des choses qu'on a pu constater dans beaucoup de pays africains. À un moment donné, il faut que l'État puisse organiser le secteur. C'est d'ailleurs pourquoi la Banque mondiale a d'ailleurs fait une recommandation, dans le sens où la Mauritanie doit s'intégrer dans la zone CEDEAO, dans la zone de ces pays qui, à un moment donné, ont pu adhérer quand même à un cadre juridique comme l'OADA. Et donc c'est vraiment une des recommandations. Même si l'État veut se mettre des barrières pour ne pas que le pays soit envahi par des investisseurs qui certainement vont s'approprier certains secteurs, qu'on dirait des secteurs souverains. Cela pourrait donc poser problème, mais il dit qu'à un moment donné, il faut falloir libérer ces secteurs pour que les investisseurs... Ce qui est certain, c'est qu'avec un taux d'endettement qui est désormais à plus de 70% du PIB, l'État a plus que jamais besoin de se tourner vers le privé, Mamadou Zang. Mais bien sûr, il faut un État stratège. Il faut un État visionnaire. Prenons l'exemple, par exemple, de la France. Le TGV, Airbus, ça a été ce sont des entreprises lancées par l'État. Aujourd'hui, en Chine, certains secteurs sont extrêmement protégés. Et si des étrangers veulent investir, on les oblige à créer des joint ventures pour qu'ils puissent travailler dans ce pays-là. Donc il faut un État visionnaire, c'est-à-dire qu'il trace une ligne sérieuse, bien étudiée, pour promouvoir, n'est-ce pas, le développement économique et social du pays. Si la Mauritanie n'est pas l'objet d'attaques terroristes, je ne pense pas que ce soit seulement parce qu'ils se sont bien équipés. Je pense que la question est beaucoup plus complexe. Est-ce qu'il n'y aurait pas un certain nombre de deals plus ou moins flous qui feraient que... Bon, je ne peux pas m'aventurer sur ce sujet. Je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais notre collègue pourrait peut-être nous en dire plus. Gratien Okendikiz, alors justement dans ce rapport, la Banque mondiale pointe aussi des cas de corruption et là-dessus effectivement on fait la distinction entre l'effort consenti pour les besoins militaires et l'argent qui est dilapidé pour des raisons donc, qui restent l'effort pour des besoins militaires, on sait bien que c'est là où il y a beaucoup de corruption. Parce que pour acheter des armes, c'est facile d'avoir beaucoup d'argent à côté de l'argent noir, l'argent sale. À côté, si on achète par exemple des blindés ou des avions ou autre chose, des armes, c'est toujours un marché opaque. Mais en réalité, ce qui se passe en Mauritanie, ce n'est pas parce que la frontière elle est bien fermée. Et surtout que beaucoup de terroristes, surtout les chefs, viennent même de Mauritanie. On sait bien, par exemple, ce qui s'est passé au Burkina Faso, de temps de Blaise Compaoré, il n'y avait pas d'attaque. Pourquoi il n'y avait pas d'attaque? Pourquoi maintenant il y a beaucoup d'attaques au Burkina Faso alors qu'avant il n'y en avait pas? C'est justement parce que les chefs les chefs rebelles, les chefs de terroristes, certains étaient à Ouagadougou. Donc il y avait une certaine complicité. Et la Mauritanie, bien sûr qu'il y a certains... Quand on veut lutter contre le terrorisme, il y a trois façons de faire. Soit on s'arme, vraiment on va à fond au niveau militaire. Soit on fait le renseignement qui arrive, disons, à stopper les actions. Soit on s'allie ou au moins on pactise un peu avec les terroristes qui se disent finalement, comme ils nous fournissent de temps en temps des armes, de l'argent, on ne va pas l'attaquer. Et on achète la paix, mais en armant les gens pour aller attaquer les autres. Finalement, c'est la paix. Ce qu'on gagne chez soi, on fait souffrir l'ami deux fois. C'est ce qui se passe notamment avec, je pense, la Mauritanie. Clément Yao. Bon, mais enfin, comme je disais, moi, je ne vais pas entrer dans ce débat parce que quand on n'a pas de preuves, on ne peut pas avancer. Moi, je pars d'un constat. La Mauritanie, qui fait partie du G5 Sahel, est le pays le moins attaqué. Voilà. Par rapport au Mali, au Burkina. Alors, ça veut dire que forcément, les autorités ont pris un certain nombre de dispositions. Et moi, j'ai été dans le désert, j'ai vu à quel point ils ont mis vraiment un véritable dispositif militaire pour vraiment contrer ces djihadistes. Alors, j'ai
j'ai été moi-même voir. Je pense que le pays a beaucoup investi dans le domaine militaire pour mieux se protéger contre les terroristes. Et d'ailleurs, la Mauritanie va me combattre au-delà de ses frontières, la frontière malienne. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce pays a vraiment contribué à stopper un peu l'avancée des djihadistes dans la zone sahélienne plutôt. Alors pour revenir donc au sujet, moi je pense que ce que la Mauritanie doit faire, c'est copier un peu le modèle des pays qui ont réussi dans la zone. Voilà, le secteur privé, c'est ce secteur qui peut booster l'économie d'un pays. Donc le pays n'a vraiment pas le choix. À un moment donné, il faut ouvrir la concurrence. Il faut réformer ces politiques de concurrence pour que le secteur privé puisse vraiment prendre un certain envol, pour que cela puisse impacter l'économie du pays. Mamadou Diang. Il faut naturellement aider le secteur privé, mais il ne faut pas le faire au détriment des dépenses sociales qui sont extrêmement importantes dans un pays où il y a le taux de pauvreté est lui aussi assez élevé. Les chiffres fournis par la Banque mondiale nous disent qu'il y a à peu près presque entre 25 et 30% de Mauritaniens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est quand même un problème. C'est le chiffre qu'on retrouve un peu partout. Ah oui, mais c'est très élevé. On le retrouve un peu partout en Afrique. C'est pas propre à la Mauritanie. Un tiers de la population. C'est ce qu'on appelle la croissance pauvre. On retrouve ça un peu partout. Donc c'est quand même extrêmement important et donc il faudra absolument qu'on puisse trouver des solutions pour que les gens souffrent moins tout en aidant le secteur privé. Il est évident que sans l'émergence d'un secteur privé national bien solide et préserver, n'est-ce pas, des prédateurs des organisations internationales, le développement serait extrêmement compliqué. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Je voudrais juste je vous en prie. Pour souhaiter bonne fête à tous les croyants musulmans qui fêtent l'Aïd al-Fitr. Merci de nous avoir donné cette occasion et merci pour votre aimable invitation. Merci beaucoup, Mamadou Diang. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Un grand merci à vous également, Clément Yao. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur du magazine L'Afrique aujourd'hui. Merci à vous également, Gracia Roukindi-Kiza, éditorialiste d'Africa 24. Merci, Jean. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Très belle soirée. Merci.